Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, de Mont-Saint-Hilaire. Nous sommes sur le terrain des Amérindiens, sur la montée des 30 à Mont-Saint-Hilaire, la Longhouse, la Maison Longue, et l'érablière qui est juste en arrière. Bientôt, elle sera entaillée pour prendre l'eau d'érable qui deviendra du sirop d'érable. Nous sommes samedi le 13 mars 2021, le numéro 11. Conception, animation et montage, Richard Glenn, directement de Mont-Saint-Hilaire, le Nouveau Monde, l'Amérique. Notre invité, M. Marc Vallée, président fondateur des éditions Ariane. Il y a de plus une heure avec M. Marc Vallée qui va suivre dans le Club créé le jeudi qui suit la diffusion de cette émission. Ne manquez pas d'aller dans le complément surprenant, de lire les éléments complémentaires aux vidéos randiaques qu'on écoute toutes les semaines. Il en ajoute tous les soirs dans la nuit, notre ami Gilles Surprenant. À la recherche, M. Louis Ferland. À la régie, Geneviève, bien connue sous le nom de Spirale. La conception du nouveau club créé, François Deschamps. Bonne émission. Ben oui, le printemps est arrivé, ou presque, hein? Le temps des sucres approche. Pour nos amis européens, ben vous avez déjà entendu parler du sirop d'érable. Ben, on en a qui va arriver très bientôt. Actuellement, il y a des distributions directement chez les gens, puisqu'on est tous un peu confinés. Les magasins Métro, la chaîne de magasins Métro s'est engagée à fournir la cabane à sucre à la maison. Alors, vous le savez, vous commandez ce que vous désirez avoir, puis dans la journée, vous passez chez Métro, prendre votre commande de sirop d'érable, de tir d'érable, de tout ce qu'il vous faut pour faire comme à la cabane à sucre. Alors, c'était pour faire le pont entre ce que vous venez de voir en introduction dans notre vidéo dans la nature du Mont-Saint-Hilaire. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des sucres. Et là, aujourd'hui, ça fait des semaines, on en entend parler. Et j'imagine que mon invité, les oreilles ont dû lui sciller, parce que vous vous souvenez de Marc Leux. Ben oui, on a terminé l'entrevue ensemble en parlant et en faisant même l'éloge de la maison d'édition Ariane. En tout cas, je vous souhaite longue vie, live long and prosper. Peut-être un autre voyage au Québec, un très bonjour, sait-on jamais. C'est pas impossible, mais je travaille beaucoup avec Marc Vallée. Oui, avec Marc Vallée. Merci. Et j'ai créé avec lui une collection qui s'appelle Nouvelle Civilisation. Le livre qu'on a publié s'appelle Quand la nouvelle vision de la conscience transforme le monde. Et c'est une traduction du livre de Willis Harman en Californie. Et c'est moi qui fais la préface. Il s'appelle Marc comme vous, hein? Mais oui, et on s'entend très bien. Oui. Ben, Marc est gentil, puis je pense que... Mais écoutez, donnez-lui toutes mes amitiés, si vous le voyez. Ben, il va vous entendre. Voilà. Okay. Merci. Chose faite en même temps. À bientôt, alors. Oui. Alors, j'ai promis à M. Marc Leux, la semaine dernière, de transmettre ses bons souhaits à M. Marc Vallée, le directeur fondateur de cette maison d'édition Ariane, qui est notre invité cette semaine. Ben oui, bonjour Marc. Bonjour Richard. Ben, c'est un grand plaisir de te recevoir, d'autant plus que là, il était temps, une fois tous les 2 ans. Ben, certainement, avec plaisir. Et en plus, tu as participé à nos congrès assez régulièrement, au moins une fois par année. Puis là, ben, il n'y en a plus. Congrès, on est tous confinés chacun chez nous. Toi, ça t'empêche pas de voyager, hein? Ça m'a l'air que t'as sorti tes ailes, t'es allé même en plein été, lorsqu'ici c'est en plein hiver. Et en janvier 2021, j'ai quand même eu l'occasion d'aller au Brésil. Je suis allé 2 fois visiter un groupe au Brésil lié avec les enseignements de M. José Triguerino. Ils ont une communauté près de Sao Paulo. Je suis allé voir comment ça fonctionnait. Puis j'ai eu une invitation en janvier pour aller les rencontrer une autre fois. Et ils sont très liés avec le réseau de cités intraterrestres où on fait le plan subtil aussi. Oui. Alors je suis allé, j'avais comme une fenêtre que j'ai profité parce que je savais que c'était quand même un peu risqué. Il fallait faire des tests COVID avant et après, mais ça a bien été. J'ai eu aucun problème.
Je suis revenu, le système a fonctionné, puis j'ai fait ma quarantaine. Puis, bon, Mais t'es revenu juste à temps pour pas être pris à 2000 pièces par hôtel, là. c'est ça, j'ai réussi à éviter ça, là. Alors, moi, c'était quand même pour les affaires. Ça fait qu'aux douanes, tu sais, je disais, bien, c'est affaires, comme des voyages essentiels. C'était pas essentiel absolu, mais quand même, ça avait son utilité. Puis, donc, je l'ai fait. Ça a été une belle expérience. Ben oui. Alors, en passant, est-ce que un directeur de maison d'édition est assez connu? Quand tu arrives aux douanes puis tu dis, ben, je suis le directeur de la maison d'édition Ariane, paf, est-ce qu'il y a des gens qui, oui, ils savent tout de suite de quoi, non? Ben, je suis pas rendu là encore. Pourtant, écoute un peu, pourtant, je connais pas beaucoup de gens qui savent pas. En tout cas, s'ils savent pas, des fois, la maison d'édition leur échappe. C'est le titre des livres ou l'auteur des livres, c'est ça, hein? C'est ça. On a quand même certains titres qui ont bien roulé, là. Si Oui. on prend l'exemple du pouvoir du moment présent, beaucoup de gens l'ont lu, puis c'est dans les librairies de l'aéroport. On va le voir dans la collection J'ai lu ce livre-là. Alors, il y en a qui connaissent mes livres, mais moi-même, je suis plus en retrait. Hein. C'est plus les livres qui sont Oui. à l'avant. Bien, Marc, mon invitation aujourd'hui tient au fait que je lis beaucoup de magazines. Les magazines me maintiennent dans l'actualité du développement de la science, surtout des magazines scientifiques, mais des sciences humaines autant que des sciences dures. Et à la fin de tous les magazines, on retrouve une bibliographie des livres qui correspondent au contenu du magazine et tout ça. Puis on retrouve souvent des livres de Ariane et de d'autres maisons d'édition. Et je me dis, écoute, les maisons d'édition, il y a des auteurs derrière chaque livre. Mais le directeur d'une maison d'édition, est-ce qu'il est obligé, est-ce qu'il prend le temps de lire tous les contenus de tous les livres qu'il publie? Oui, alors dans la mesure où tu n'as pas une grosse maison d'édition qui produit comme 200 livres par année, ça doit être plus difficile pour le patron de la maison d'édition. Ça fait que là, ils vont affaire avec des éditeurs adjoints, des choses comme ça. Mais nous, Ariane, on a maintenu dans notre formule, en fait, depuis 20 ans. On publie 12, 14 livres par année. Un par mois, à peu près, et plus. Oui, donc c'est en fait 12 à 14 par année. Oui. C'est notre nombre qu'on fait. On est à l'aise avec ça. Ça nous permet justement d'être impliqués dans chacun de nos livres. Donc, les lire. Quand c'est des traductions, je lis même la traduction parce que je veux m'assurer que c'est bien traduit. Il y a des livres qui sont plus faciles quand même au niveau de la traduction. C'est un anglais qui est plus standard. Je n'ai pas besoin de tout relire. C'est le traducteur qui fait bien son travail. Mais quand c'est des livres de channeling, des livres qui sont aussi en rapport avec le côté ufologique, je veux m'assurer que ça soit top, qu'il n'y ait pas de glissement de sens. Donc, c'est beaucoup de lecture. C'est la lecture pour travailler sur le livre, mais en même temps, c'est de la recherche aussi, parce qu'il y a beaucoup de recherche qui se fait en arrière avant de le trouver, le livre. Oui, j'imagine. Et est-ce que tu rencontres les auteurs? Alors ça, j'aime bien. Quand l'occasion est possible, l'occasion se présente, je vais aux États-Unis. C'est là que je vais aller dans le salon, je vais aller les voir en conférence. J'aime bien les voir devant un public, la façon dont ils sont. Ça donne une crédibilité à l'auteur et tout ça. Donc ça, c'est régulier là. Je vais à Los Angeles. Il y a un salon à tous les ans à Los Angeles en février. J'aime bien aller. Je vais aller à d'autres endroits. New York, a fait des gros salons du livre aussi. Toute la gang des éditeurs, des agences. Oui. Alors, ça fait partie du travail. Ça fait partie de la recherche, oui. Je sais que tu parles très bien français et anglais. C'est portugais ou espagnol? Alors, je suis en train d'apprendre le portugais parce que je sens une connexion qui va se poursuivre au Brésil. Ouais. Je vais apprendre le portugais pour le brésilien. Je vais peut-être parler au brésilien. Ah, génial, hein? Oui, c'est jamais trop tard pour apprendre une nouvelle langue. Alors, j'ai déjà eu des critiques parce que je recevais des auteurs de livres. M. Aran, il a publié 6 livres. Pas qu'il a publié, mais il a écrit 6 livres qui ont été publiés à la maison d'édition. Et là, tout de suite, j'ai des critiques en disant « Ah, ça devient une émission à plug, vous vendez des livres. » Non, c'est pas ça l'idée, là. C'est d'avoir l'auteur, tant mieux s'il a écrit des livres, parce que ça veut dire qu'il
il a géré sa pensée, ses idées. Essayez donc, au lieu de critiquer les livres qui ont été publiés, essayez d'écrire une idée claire, nette et précise. Vous allez voir le temps que vous allez mettre à trouver les bons mots, les bonnes tournures de phrases, les rendre concis pour pas que ça soit du répétitif, etc. Et je peux vous dire qu'un auteur de livre, ben, il a fait une discipline comme si vous alliez faire du bodybuilding, là, tu sais, là, de l'entraînement physique. Ben, ça prend de l'entraînement là, cérébral pour bien écrire. Hein? Ben oui, bien sûr. Tu sais, en fait, tu présentes pas le livre comme tel, mais tu présentes le contenu d'enseignement qui est dans le livre. Ben oui, si c'est ça. Si on prend l'exemple de Michael Salla là, avec ses programmes secrets, il y a 700 notes à la fin du livre. Tiens, je l'ai justement ici, là. Alors ça, c'est le volume 1. Oui. Alors, le monsieur, là, il a pris du temps, hein, il a pris 2-3 ans de sa vie à faire de la recherche. Il a fait des liens avec toutes sortes d'autres recherches, des sites Internet. Alors, en lisant ce livre-là, on a accès à 3 ans de travail puis d'écriture. Ça fait que je pense que ça va de soi que tu reçois des gens qui ont une compétence, une crédibilité du fait qu'ils ont écrit un livre. Ouais. Même que je reçois malheureusement pas, très très rarement, des gens de langue étrangère, que ce soit espagnol ou anglais surtout, parce que ça nous prendrait un traducteur à chaque fois, étant donné qu'on s'adresse à un public francophone. Et toi, tu es impliqué depuis peu de temps à l'inverse. C'est d'amener du français dans un site qui était américain, qui s'appelle Gaïa. Ah oui, alors Gaïa, ben, vous allez en entendre parler de plus en plus. C'est un équivalent de Netflix alternatif. C'est le même principe. C'est 10 $ par mois. Au lieu d'avoir des films avec beaucoup de violence, parce que ceux qui écoutent Netflix, ils doivent le savoir, là, c'est difficile de trouver un bon documentaire ou une émission qui est pas violente. Hein. Ils aiment, Oui. enfin, ils répondent à leur public, là. Il y a quand même un vaste choix. Donc, Netflix, c'est intéressant aussi. Ouais, les productions américaines, là, il y a du bing bing pow pow, comme on dit souvent. Même qu'il y a beaucoup de films qui sont interdits en Chine, pas à cause de l'idée de propagande, mais à cause qu'ils les trouvent trop violents. Ouais, c'est ça. Ils répondent à ce que le public cherche. Ouais. Mais donc, cette formule est très intéressante, le 10 $ par mois, puis tu as accès à des centaines, des milliers de documents. Donc, Gaïa a commencé petit, là, il y a quelques années, en fait plus dans les années 2012, dans le domaine alternatif. Donc, ça va du yoga, la médecine ayurvédique, méditation, ça s'en va vers le côté un peu plus de science, médecine alternative, jusqu'au programme secret de l'armée américaine. Alors, tu as des centaines d'émissions, en fait des milliers, qui parlent de toutes ces choses-là. Donc, 10 $ par mois, tu as accès à tout ça. Alors, depuis 2 ans, depuis 3 ans sur le côté espagnol, Gaïa publie aussi des choses, produit des choses en espagnol, et plus récemment en allemand et en français. Donc, ils veulent développer le marché francophone. Mm-hmm. Et moi, j'étais en contact avec eux parce que justement, dans les voyages, je les voyais, ils avaient un kiosque, puis je connaissais leur matériel. Je trouvais ça fascinant aussi, tout ce qu'ils avaient. Ils ont des choses, c'est bien monté. Si on parle de programmes secrets, là, ils ont des insiders qui ont vécu dans des bases souterraines, dans le coin d'Arizona et tout ça, puis qui viennent dire, oui, moi j'étais là, et voici ce que j'ai vu. Tu sais, c'est quand même, il n'y en a pas juste un, il y en a plusieurs. Donc, Gaïa prend de l'expansion au niveau de la langue française et ils m'ont contacté suite à déjà des échanges précédents. Et j'ai été impliqué depuis 6 mois, en fait, j'ai été impliqué avec eux dans la stratégie pour la langue française. Bravo. Donc, il ne doit pas avoir beaucoup de production actuellement, en tout cas pas qui viennent du Québec, peut-être d'Europe. Il y a plus de producteurs français, belges, suisses ou autres. Mais c'est le but. Le but, c'est de produire localement aussi. Ouais. Mais pour l'instant, ils ont traduit plusieurs de leurs choses. Fait qu'ils ont des choses sous-titrées. Ils commencent de plus en plus avec un voice-over, là, où t'as une voix là, pendant que l'animateur parle anglais. Oui. Mais justement, on est en train de travailler là, pour produire des choses
pour les Gaïa en français, pour avoir la saveur locale, bien sûr. Ils viennent pas avec juste nous donner leur culture américaine. Hein. Donc, ils respectent. Il va y avoir des achats, ils vont acheter déjà des gens établis, en fait, pour créer vraiment une belle bibliothèque là, de choses. Là. On va peut-être retrouver des productions de Christian Page, de Planète Bleue, chez Gaïa, parce qu'ils ont produit pendant des années ici pour Canal D ou des séries sur le phénomène extraterrestre, sur toutes sortes de sujets insolites. Ouais. Ben, tout à fait. Justement, j'étais en train de parler avec différentes personnes qui ont produit des documentaires, des films documentaires et tout ça, parce qu'ils veulent avoir leur bibliothèque, ils veulent monter le nombre d'items dans leur bibliothèque, là, qui sont des vidéos, documentaires. Tu sais que ça va damer le pion à toutes les chaînes de télévision conventionnelles comme Télé-Québec, Radio-Canada, puis tout ça. On n'aura pas autant d'intérêt si on a peu de temps dans notre journée, parce qu'on travaille, on arrive le soir, on veut peut-être se divertir d'une certaine façon, mais on peut avoir un divertissement de l'esprit, c'est-à-dire aller dans des sphères qui nous passionnent sans être obligé de perdre son temps à regarder des choses un peu ridicules ou qui prennent du temps à regarder parce qu'il y a des commanditaires qui coupent tout. Est-ce que chez Gaïa, parce que les gens payent un abonnement, est-ce qu'ils sont obligés de subir des commandites en regardant un document, paf, ils te coupent ça avec un commanditaire ou tu as payé, tu es abonné, tu regardes le document intégral? Oui, c'est ça. Ah. Tu as payé, puis tu as accès à 3000 vidéos, tu sais, pour 10 $ par mois. 10 $, oui, c'est rien, ça, là. Tu sais, alors tu te promènes là-dedans. Moi, j'ai une télévision intelligente, par exemple, dans mon salon, une belle grande télévision. Oh, ouais. Je connais Gaïa là-dessus. Ça fait que je vois ça dans mon salon. Je suis pas devant mon ordinateur, je suis assis dans mon divan. Puis, fait que c'est pas mal agréable. Ils ont des films, ils ont différentes choses, là. Alors, moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Fait que je regarde pas beaucoup d'autres télévisions, là. De temps en temps, voir les nouvelles, là, mais... Oui, c'est ça, quand même. Faut suivre un peu ce qui se passe, là, mais... moi, je pense que c'est ça. Ils se développent bien, hein. Ils ont 700 000 abonnés. Ils ont maintenant un nombre 700 000 à travers le monde, là. C'est pas seulement... À travers le monde. À travers le monde. Ça fait qu'ils vont monter ça encore. Ça leur donne vraiment une capacité financière de produire des belles choses. Puis j'imagine moi, j'aime bien. Comme 6 mois avec eux. Fait que 6 mois avec eux, ça a bien été une belle relation. Moi, je les trouve bien sympathiques. Ouais, c'est une rampe de lancement, là, c'est pas fini, parce que tous tes auteurs, même s'ils ont déjà été publiés en anglais pour plusieurs ou traduits en français, ça va intéresser des gens pour pas être, j'allais dire, obligé d'ouvrir un livre puis de le lire page par page. Il y a comme quelque chose de vivant, puis c'est souvent l'amorce pour aller chercher le livre. Parce que quand tu l'as dans les mains, là, tu peux le lire pendant un voyage en auto, en train ou autrement, en vacances. Tu ne promènes pas tout le temps un ordinateur pour aller sur Gaïa puis tout ça, là. Ben, c'est sûr. Puis on parlait de recevoir des auteurs qui ont écrit un livre, là. Mais ils ont des émissions sur Gaïa qui c'est ça, hein. C'est une dame, là, Regina Meredith, qui reçoit des gens qui ont écrit un livre, puis elle a fait son travail de recherche. Est-ce qu'ils vont installer un studio à Montréal pour avoir une production locale qui va être faite? Parce que j'imagine que le gouvernement va leur imposer à un moment donné de faire un retour des revenus qu'ils accumulent par les abonnés du Québec, en disant, ben là vous allez mettre du stock des productions locales. Ils ont fait la même chose avec Netflix. Ben, c'est ça. Donc, les grosses compagnies comme Netflix, sont combien? Ils ont 300 millions d'abonnés. Oui. Alors, ça, sont talonnés par les gouvernements, là, les Amazon et tout ça dans notre monde. Mais, c'est ça. On est en discussion pour ça. On est en discussion pour avoir des studios, donc, avoir un studio à Montréal, en France. Ça fait partie du planning, là, d'expansion. Ouais. Il y a des excellentes productions et de qualité technologique. Moi, je suis très amateur dans ma technologie, là, mais moi, je vais chercher le fond plutôt que la forme, parce que ça coûte les yeux de la tête, puis je me suis pas embarqué dans une grosse maison de production. Je fais juste des choses pour permettre aux gens de connecter avec leur champ d'intérêt. Il y a des spécialistes dans des domaines où ils vont très à fond dans un sens ou dans l'autre. Moi, je trouve que l'énergie passe tellement vite qu'il faut s'adapter quasiment au jour le jour ou à la semaine près.
pour voir qu'est-ce qui vient de se produire, où est-ce qu'on s'en va par là, puis par là. Il y a des choses qui ont été lancées dans les années 90 qui sont complètement dépassées maintenant. On attendait la fin du monde pour 1999, 7 mois du ciel, viendra un grand roi des frayeurs. Nostradamus, tu te souviens de ça? Oh oui, alors ça, les humains aiment bien les histoires de la fin du monde. Il y avait 2012 aussi. Oui, aussi, hein, oui, c'est ça. Puis, je suis sûr que Ariane a dû publier des choses qui allaient dans ce sens-là, puisque c'était la mouvance de ce moment-là. Mais quand 2012 est passé, ben là, ils n'ont plus d'intérêt à aller lire ces livres-là, en tout cas plus autant, à moins de leur donner un nouveau souffle. Tiens, t'as un minou à côté de toi. T'as ton chat. C'est mon chien. Ah, c'est un chien, ok, je voyais juste le dos avec la queue. Mais ok, il est gros quand même, hein? C'est un cas de race. J'espérais qu'il ne dérange pas, là, mais il est venu me voir. Là. Ben ouais. Alors là, il est là-bas. Là. Il va peut-être falloir que je le sorte dehors à un moment donné, je te le dirai. Ah ben, gêne-toi pas, parce que je sais ce que c'est. J'en ai eu des chiens, moi aussi, puis je m'ennuie de pas avoir mes chiens. Ils sont décédés après 15 ans, 17 ans. Ah ouais, ouais. Il est encore jeune, il y a 1 an. Là, on a l'impression que tu es comme dans un chalet. Est-ce que tu es comme dans un chalet? Oui, je me suis loué une maison. En fait, le bureau était à Montréal avant. Oui. J'ai transféré le bureau à Saint-Sauveur, mais au lieu de prendre un local commercial sur une rue, parce que moi, j'ai pas besoin de ça. Je suis dans une maison d'édition. J'ai pas besoin d'être sur la rue. Là. Oui, maison d'édition, ça veut pas dire imprimerie, là. Non, c'est pas une imprimerie ou une librairie, tu sais, qui doit avoir pignon sur rue, là. C'est ça. Alors, donc j'ai loué une maison, ouais, c'est une belle grande maison, avec le grand foyer, le canadien, puis alors c'est très bien, c'est tout en bois, un peu comme vous voyez en arrière de moi, là, tout le salon est comme ça, c'est très très bien, je suis vraiment heureux. Est-ce que c'est du cèdre? Alors, ça semble être du cèdre. Ouais, OK. Je suis pas certain, là. Oui, mais ça peut l'être, tu sais, je veux dire, un coffre en cèdre, hein. On sait l'utilité du coffre en cèdre. Ça évite beaucoup d'introduction de bébites parasites. Bon, en tout cas, ça aurait bien ça. Tu es à l'abri du COVID-19, je te gage. OK, super. Graduellement, Marc, on va aller lentement dans des pistes. Parce que la maison d'édition apporte pas ton nom, mais on sait très bien que c'est, d'ailleurs, mes invités que j'ai reçus depuis quelques semaines, ils me parlent de Marc Vallée. C'est incontournable. Tu as eu affaire même à quelques-uns, comme confirme-nous ça, là, mais Marc Leux, il nous parlait de toi à la fin. Il dit, c'est un gars, alors il me dit de te transmettre ses salutations en passant. Ben, j'ai dit, vous allez voir, il va être avec nous dans pas longtemps. Fait que ça arrive maintenant. Marc Leux, c'est un ami. Moi, je l'ai rencontré lors d'une conférence à Paris. Je suis allé le voir, puis on est devenus des amis au cours des années. Je suis même allé à Auroville avec lui. Ah oui! Oh, il est fier d'être allé à Auroville, hein? Mais lui, il était sur le International Board pour conseiller Auroville. Parce qu'Auroville a passé à travers des étapes pas toujours évidentes en tant que communauté. Et à un moment donné, ils ont créé un comité international pour les guider. Et Marc Leux était sur ce comité-là. Alors, quand je suis allé avec lui à Auroville, il connaissait les dirigeants. On est rentré dans le Madrid-Mandir, même si c'était dans une période où c'était fermé. J'ai rencontré les dirigeants nommés par le gouvernement hindou, parce que le gouvernement hindou, avec Indira Gandhi à l'époque, avait nommé un conseil, donc payé par le gouvernement, pour aider Auroville. Ah oui, OK. Il n'était pas comme sous l'œil de Big Brother, là. C'était plutôt leur donner un coup de main. Non, c'est plus l'inverse, parce qu'Indira Gandhi était amie avec la mère, qui était la compagne de Sri Aurobindo. Donc, elle est venue pour aider Auroville à s'en sortir en payant une équipe, au moins une dizaine, qui travaille pour aider, même pour les visas, par exemple. Si un Canadien ou un Australien, les Israéliens veulent aller à Auroville, les visas sont faciles. Alors, Marc Leux s'était impliqué dans tout ça. Alors, c'est ça, j'ai eu un super séjour avec lui, grâce à lui, d'ailleurs, à Auroville. Je pense que ton chien, il t'a demandé, là?
Ouais, est-ce que vous me donnez 30 secondes? Oui, je l'ai entendu, là. C'est le signe que c'est le temps. Vas-y, on t'attend. D'accord. Alors, dis-nous donc, c'est quelle sorte de chien, quelle race? C'est un Amstaff. Amstaff qui a une partie pitbull, mais une partie, une autre race, là, un peu berger allemand. C'est plus doux. C'est plus doux. Vraiment, lui, c'est un chien qui aime bien les humains et tout ça. C'est le choix de mon garçon. Ah ouais, quand même. Garçon de 16 ans, il a absolument un chien. Alors, je lui ai permis d'acheter ça. Il voulait quelque chose de plus costaud. Il voulait pas un chien de momoune. Oui, c'est ça. Il peut faire des randonnées même dans le bois s'il veut avec ce genre de chien-là. Il n'aura pas peur d'un ours. Puis, non, ça a la tête plus large un peu. Oui. Les pitbulls ont des grosses têtes carrées. Hein. C'est ça. Avec lui, il y a un peu ça, mais le fait qu'il est mélangé, ça l'adoucit par rapport à la réputation de ces chiens-là. OK. Ah bon. Ben, c'est bon. Alors, on parlait d'Auroville. Tu as dû aller dans le Matrimandir. Oui. Alors, ça c'est impressionnant. Comme édifice. Oui. Alors, en fait, c'est de toute beauté dans l'architecture. Hein? Oui. Donc, ça a été vraiment inspiré comme architecture. Dans le plafond, c'est en verre, donc le soleil peut rentrer. Tu as cet immense œuf en cristal qui est au centre, là, qui reçoit ça descend, ça passe en bas, puis il y a de l'eau en bas qui circule. Moi, j'ai trouvé ça puissant. J'ai trouvé ça vraiment comme lieu de méditation. Là, les colonnes en marbre et tout, Ah oui, mais c'était payé par les adeptes qui allaient là, ou des dons, j'imagine, de gens qui se... Ils ont eu des dons, parce que ça, c'est une des premières choses qu'ils ont fait. Ça date déjà là, de 40 ans. Là, ils ont fêté le 50e, là, il y a quelques années. C'est ça, 50e d'Auroville. Donc, c'est pas mal la première chose qu'ils ont commencé à construire. Toute Auroville, si tu regardes sur une carte, le plan, là, c'est comme une galaxie, là. C'est dédié à la mer universelle. Hein? C'est ça qui était l'idée. Donc, moi, j'ai vraiment eu une belle expérience là dans le temple, à méditer. Je trouve dommage, en fait, que c'est pas plus utilisé. C'est comme la communauté est prise dans le quotidien, puis il n'utilise pas assez cette énergie qui pourrait méditer, t'inspirer. J'ai trouvé que c'est comme sous-utilisé, l'économie de l'invisible, comme nous dirait Mark Loix, c'est pas encore entré dans les mœurs. Hein? Oui, alors c'est ça. Mais c'est quelque chose je pense qu'il va avoir un rôle de plus en plus important dans l'avenir. Puis les jeunes, je pense qu'ils vont arriver à vraiment saisir plus la vision. Là, parce que ça fait 50 ans, mais il n'arrive pas encore à administrer dans une unité. Hein. C'est ça. Il est arrivé dans l'entrevue que j'y ai carrément dit, écoute, c'est peut-être une utopie de vouloir rêver à quelque chose. Puis là, évidemment, on savait l'implication de Mark Loix dans la création de la Communauté économique européenne, la CEE, pour qu'eux autres aussi s'aperçoivent que ça se craque de partout. Là, le Brexit est parti pour l'Angleterre, et puis après ça, il y en a d'autres pays qui traînent de la patte, puis on a tellement de misère à s'unir. C'est facile à diviser, hein, mais à construire, puis même l'Expo 67, pour moi, là, c'était comme presque un nouveau rêve, une utopie avant de devenir une dystopie, parce que tout a été détruit. Le pavillon des États-Unis a passé au feu par négligence, etc. Tu te dis, écoute, c'est-tu dur d'arriver à bâtir quelque chose qui tienne? Oui, alors moi, je suis allé à Auroville, en fait, pour étudier le système de gouvernance. C'était le but d'aller là. C'était de voir justement comment les humains arrivent à fonctionner ensemble, puis c'est quoi la logique du système. Ils n'ont pas l'air de fonctionner gros, là. Alors, je suis allé là, c'est pour ça que je suis allé au Brésil aussi, dans la communauté de Triglerino, parce que c'est un autre système. Oui, ça tient à cœur, ça. Je sens, Marc, que ça te tient vraiment à cœur d'aboutir dans quelque chose qui va perdurer, qui va devenir une éclosion de nouvelles formes de société. Tu as écrit un livre, d'ailleurs, sur ce sujet-là. Oui, c'est ça. Alors, je suis allé à Phénom aussi pour voir ce qui se passait là-bas. Alors, c'est là que pour moi, une des clés, c'est de comprendre que la réalité, elle est multidimensionnelle. C'est là on va parler un peu plus tard. Oui. Si c'est juste des humains
qui sont ensemble, essayer de dealer comment où on plante l'arbre, puis là, on fait-tu du jardin carré ou rond, puis en fait, ils s'astinent sur des niaiseries. Oui. Puis pour moi, c'est pas juste une question de faire un éco-village avec des principes écologiques. Là, faut voir qu'il y a une conscience dans la nature et c'est là qu'on peut rentrer en communication et collaborer avec des êtres hautement évolués qui existent dans la nature et autour de nous, qui vont nous aider. Là. Donc, Auroville, c'est ça, c'est de voir comment est-ce qu'ils arrivent. Je pense qu'ils arrivent à une formule maintenant. Après 50 ans, ils ont une formule, puis ils ont espoir que ça va fonctionner pour comment administrer ensemble la communauté. Parce que sinon, c'est des groupes. Il y a un groupe là qui est en concurrence avec un autre groupe, mais dans la même communauté. Quand tu penses à l'ashram d'Aurobindo, à un moment donné, a poursuivi la communauté d'Auroville. Donc, l'ashram d'Aurobindo poursuit Auroville. Puis à un moment donné, tu as l'histoire de Satprem qui a écrit un livre sur la mer, il voulait le jeter en bas d'une falaise, puis bon. Alors, c'est sûr que les humains, il y a encore la croûte à manger là, avant d'arriver à... Regarde, on en revient encore au même principe de base. Connais-toi toi-même et ensuite tu connaîtras l'univers et les dieux. Mais se connaître soi-même, on dirait que ça frappe des murs. On peut pas aller plus loin que là avec un tel. Là, il est bouché, il est barré, il veut rien savoir de ça. Ça prend une tolérance, puis ça prend une empathie pour que tout le monde fasse une harmonie ensemble. On est tous différents. En partant, on est tous différents. On n'est pas tous nés à la même place à la même heure, et puis, etc. Si on se fie à l'astrologie ou aux planètes qui nous ont influencés, puis notre nature génétique, etc. Tu penses-tu qu'un jour, il y aura une vraie harmonie entre tout ce monde qui est tellement différent les uns des autres? Oui, moi j'ai espoir, en fait, depuis longtemps. J'ai espoir que ça va fonctionner. Auroville, malgré leurs difficultés, il reste que c'est une expérience intéressante au niveau de l'humain. Tu sais, c'est quand même 2000 personnes qui sont ensemble, qui essayent. Ils essayent fort, hein. C'est pas qu'ils essayent pas, là. Ils essayent fort, mais bon, l'ego rentre là-dedans, puis il y a encore des étapes à faire. Alors, c'est des expériences, je pense, c'est des expériences qui donnent des informations qui vont aider à aller plus loin, une étape plus loin. Avec Triglerino, au Brésil, il y avait un autre système à la gouvernance. Est-ce qu'il y a des photos sur Internet de ce groupe-là? Oui, je pense. Alors, dis-moi comment ça s'écrit, puis je vais aller les chercher pour le montage. OK. Alors, celui qui a parti ça, c'est un gars qui est connu, qui est connu au Brésil, qui est dans le monde du cinéma. Il a été inspiré, mon ami, quelqu'un qui est venu le voir. Il a eu en contact avec des êtres de l'intra-terre et ça l'a inspiré à faire sa communauté. Mais eux, c'est plus, ça va plus dans le genre, c'est presque monastique. Ouais, c'est sûr que c'est un défi pour les humains. Donc, dans cette communauté du Brésil, il y avait un fonctionnement où tu avais comme 3 personnes à la tête. OK. Un triumvirat. Oui, c'est ça. Donc, il y avait Triglerino et puis 2 autres personnes. Les décisions se prenaient, puis après ça suivait comme une chaîne là, de responsabilité. Mais ça fonctionnait de façon extraordinaire. Oui? Les gens, quand ils leur disaient, OK, on part, on ramasse le riz, tout le monde se mettait là, ils ramassaient ça en 3 heures, le champ complet était fait. Il y avait une belle harmonie. Puis donc, c'est intéressant de voir, au contraire, de chercher tout le temps une démocratie tout le temps, il faut que chacun donne son opinion. Il y a beaucoup de perte de temps qui se fait. Eux, c'était très efficace dans leur façon de faire, mais il faut que tu aies un bon groupe au-dessus. Oui. Parce que là, sinon, ça va déraper. Tu sais, là-dessus, je veux pas être mal vu dans la façon de le dire, mais la Chine, ils font des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne remettent pas longtemps en question les décisions des autorités. Hein? Ça fait pas ton affaire, les Ouïghours l'ont appris, il y a une place pour eux autres. Alors, tu sais, ce que je veux dire, c'est que dictateur, Hitler, qui était dictateur, il a remonté l'Allemagne en quelques années, c'est sûr. Parce qu'il y a une tête, il y a un chef qui prend non seulement les décisions, mais il faut qu'il prenne les responsabilités qui viennent avec. Nous autres, dans les démocraties élues pour 4 ans, ils s'en lavent les mains s'ils voient qu'ils ne sont pas pour être réélus.
Puis là, on le voit comme devant la pandémie, là, on n'arrive pas à avoir un consensus. C'est du broche à foin, on va dans une direction, la semaine d'après, on change les règles, après ça, on essaye d'autres choses, puis c'est pénible. La planète humaine est très, très pénible. On s'en va dans un monastère, ben, il y a une harmonie. On sait qu'il y a un directeur du monastère, il y a des heures de prière, il y a des heures dans le jardin, il y a des heures dans le nettoyage, chacun fait des rôles. C'est un peu comme dans l'armée. L'armée, c'est structuré pyramidalement. Tu as un général 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles. Après ça, ben, tu as tout et les militaires en bas, puis les œuvres de, comment dirait l'autre, là, de chiottes demain matin de bonne heure, ben, il y en a qui nettoient les chiottes. C'est ça. Alors, tu sais, comme tu dis, il y a un côté positif et négatif là, dans les différents systèmes. Ben oui, c'est ça. Moi, c'était intéressant, c'était d'aller voir sur place. Alors, tu as de l'espoir, mais tu verrais quoi finalement? Parce qu'il y a la synarchie de Saint-Yves d'Alvèdre qui, lui, prétend qu'à l'intérieur de la Terre, c'est ce qui est appliqué comme système politique. Syn, qui veut dire deux, pas triumvirat, mais synarchie, et qu'il y en a un qui s'occupe du plan spirituel et l'autre qui s'occupe du plan matériel. Et les deux doivent coexister, un peu comme on dirait le pape blanc et le pape noir. Le pape noir qui est dans l'occulte, qui est ésotérique, puis le pape blanc qui est public, que tout le monde voit, celui qui donne des bénédictions à Pâques et tout ça. Ça permet de maintenir une société qui répond aux deux besoins. En Chine, ils ont évacué le côté spirituel. C'est là qu'est le problème. Par en dessous, les mouvements religieux, spirituels reprennent la ferveur. Oui, puis il y a un côté contrôle de la population. Mais c'est là que la réalité, elle est multidimensionnelle. On peut être guidé. On n'est pas tout seul. C'est ça que l'idée, c'est qu'on n'est pas tout seul dans ce merdier là, de la troisième dimension. Ah, mais là, j'aime ça. Quand tu dis on n'est pas tout seul, est-ce que tu impliques des êtres spirituels, des extraterrestres qui sont presque physiques comme nous autres, des intraterrestres qui vivent dans l'intramonde ou l'inframundi, comme ils disent? Est-ce que tu veux dire qu'il faudrait qu'il y ait une connexion avec tous les niveaux de la réalité de l'être humain? Parce que l'être humain est multidimensionnel aussi. Ben, c'est là que moi j'arrive avec... je me dis, le conseil, il y a un conseil avec des humains et des non-humains. Et là ça pourrait être intéressant, mais il faut être capable de les voir, collaborer avec eux. Donc, c'est pas évident. C'est là qu'on doit développer nos facultés, parce qu'on les a, ces facultés multidimensionnelles, c'est-à-dire de percevoir au-delà de la bande de fréquence là, qui est liée avec notre dimension à nous. Oui. Hein, c'est vraiment limité. Là. C'est comme si on perçoit de tel hertz à tel hertz, on peut percevoir plus. Alors, c'est ça qu'il faut développer. Et là, ça va être quelque chose de spécial parce qu'on va collaborer, on va être guidé, mais tout le temps en étant bien sûr libre. Tu sais, il y a pas, c'est pas une dictature. Là. Ça va être loin de là. Ça va faire appel à nos talents profonds, à l'amour divin. Alors, c'est des visions. Là. Il reste à le matérialiser. Mais nous, c'est ce qu'on étudie en disant que c'est ça qu'il faut. Se développer dans nos facultés spirituelles innées, qui sont en train d'émerger, pour arriver à fonctionner ensemble avec un niveau de maturité, de conscience, là, qui va au-delà de ce que les humains ont pu expérimenter. Quel serait, en anglais, le mot la drive, l'objectif, le leitmotiv, le leitmotiv pour être engagé, parce que là, on entend parler du Grand Reset, qui s'en viendrait bientôt cette année, même il commencerait à en parler d'une manière très concrète même. On parle d'un revenu minimum garanti, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de gagner ta vie. Tu as le minimum pour manger, dormir, payer un loyer, puis et selon tes rendements, tu peux avoir besoin de plus, on va te fournir plus, selon ce que tu apportes à l'ensemble. Mais si tu n'apportes rien à l'ensemble, ben, tu te contentes du minimum, ben, c'est le minimum. Mais le minimum, c'est terrible. Les gens ne peuvent pas imaginer à quel point c'est rudimentaire, le minimum. Tu as une chambre pour dormir,
tu adhères à une cuisine collective, tu n'as pas de toilette privée. Alors, si tu veux vivre dans une maison qui a plusieurs chambres, qui a un salon, qui a un sous-sol, qui a un grand terrain où tu peux cultiver ton terrain, mais qu'est-ce que c'est qui te permet d'avoir ça si tu produis rien pour la collectivité? Ouh. Ça va être une confrontation de réalité égocentrique, égoïste et collective. Je pense que la société va évoluer vers un niveau où l'argent ne serait plus en fonction, là, comme c'est aujourd'hui. Il y a des phases de transition qui sont nécessaires. Pour l'instant, le reset, c'est pas pour le bien de l'humanité, c'est contrôlé par ces forces obscures un peu qui disent OK, on enlève toutes les dettes, on enlève toutes les propriétés. Tu sais, t'as plus rien, t'as plus de dette, t'as plus rien. Il y a ça aussi en arrière du reset. Là. Ben, remarque que dans l'armée, dans un couvent, il n'y a pas rien qui t'appartient. Non. Ben, c'est des sociétés qui fonctionnent. Ouais, quand tu as un bon rôle, quand tu as des capacités, tu gradues. Tu es simple soldat, après ça tu peux être caporal, après ça tu vas monter dans la hiérarchie. Pourquoi? Parce que tu apportes quelque chose au groupe et le groupe a besoin de toi rendu. On te monte là, on te monte là. Puis le fameux complexe de Peter, là, à un moment donné, si on te monte juste à l'étape au-dessus, tu deviens incompétent. On te redescend tout de suite, c'est pas long. Parce qu'on te garde à ta place maximale de fonctionnement et d'intérêt pour tout le monde, que l'ensemble en profite. Le gars qui est dans l'armée, il y a des heures où il quitte la maison, il laisse sa femme, ses enfants pour aller. Puis il y a bien des secrets qu'il ne peut pas transmettre à la famille parce qu'il travaille sur des dossiers de sécurité nationale, etc. Et la femme, des fois, elle ne verra pas pendant 3 mois. C'est... ça va des discussions de société. À la communauté de Tréguier-Lino, il n'y avait pas d'argent qui circulait. Ils avaient des médecins, ils avaient tous ces gens-là qui travaillaient, les cuisiniers, des gens responsables des différents dossiers, départements et tout ça, oui. Sans argent. Ils sont arrivés à fonctionner, mais en basant aussi des donations. Ils recevaient des donations de différents groupes et tout ça. Ah oui. Mais il faut que ça soit guidé par le haut. Il ne faut pas que ça soit des manipulations des familles qui contrôlent l'économie de la planète, qui ne visent pas le bien de l'humanité. Ils visent plus à contrôler le comportement humain. Alors ça, il faut voir qu'est-ce qu'il y en a au bout de la ligne. Là. Bon, on est revenu aux royautés. Les Rothschild, puis les Rockefeller, puis tout ça, c'est devenu des rois. Là, ça va être Elon Musk, ça va être Bill Gates. C'est des rois. Des rois avec le royaume, leurs vassaux, puis le peuple. Alors, on revient à l'époque féodale, où tu as des rois de territoire, mais là, c'est pas géographique, c'est des territoires d'efficacité, de fonctionnement. Il y en a un qui prend l'électronique, l'autre va prendre tel autre domaine. Alors, moi, je dirais qu'il faut faire très attention à ce qui se prépare là, suite à la COVID et pourquoi la COVID est arrivée et tout ça. Là. Je ne veux pas rentrer dans tout ce mouvement complotiste. Je ne veux pas te faire du tort, Marc, en touchant des sujets qui sont tabous. C'est incroyable, mais vraiment, là, c'est des sujets qu'on pourrait discuter. Puis encore là, c'est devenu comme une religion. Hein. Il y a des gens qui vont dire, tu crois les complotistes? Ben, les complotistes dont tout le monde parle, c'est pas les gens qui font des complots. C'est les gens qui dénoncent qu'il y aurait des complots. On devrait plutôt les appeler des révisionnistes. Oui, c'est ça. Alors moi, tout ce que je dirais, c'est aux gens, faut pas être naïf aussi par rapport à ce qui se passe en arrière de tout ça, les compagnies pharmaceutiques, ceux qui contrôlent l'armée, les industries, les complexes militaro-industriels et tout ça. Là, alors, nous, on se peut qu'on publie quand même quelques livres sur le sujet. Parce que je pense vraiment qu'il y a des choses qui vont loin. Donne-moi des titres, Marc. C'est pas une question de publicité, c'est une question d'accompagner notre entretien avec un produit qui ajoute un plus. Bon, on a déjà parlé de Michael Salla, on a 4 livres. Là, lui, il va quand même assez loin. On a un livre qui s'intitule Les Gardiens, qui sont des gens qui sont sous hypnose, qui se souviennent d'interactions qu'ils ont eues avec les êtres de l'espace. Là. OK.
Là, on les montre à l'écran pendant que tu en parles. Parfait. Donc, on a ça. On a sorti plus récemment les hybrides. Donc, ça, c'est sur le côté plus avec E.T., là. Oui. Alors, c'est quand même une collection qu'on développe, là. Mais elles ne sont pas anxiogènes, ces livres-là. Hein? Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Michael Salla, c'est lui qui va le plus loin dans toutes les technologies très avancées qui existent, Oui. qui sont cachées de la population pour l'instant. Ça va des choses sur en fait, des technologies de vaisseau, antigravité et tout ça. Ça va sur les capacités de sauter d'un endroit à un autre de façon instantanée. Les jump rooms, là, ils sont sur Terre et surtout sur Mars de façon instantanée. Une forme de téléportation. Oui, c'est ça. C'est vraiment une téléportation. Ils ont une capacité de voyager dans le temps. Puis aussi des technologies de rajeunissement. Donc, ils peuvent rajeunir les individus. Régénérescence, oui. Régénérescence, mais qu'est-ce que, attention, la question qui tue Marc Vallée. Quelle preuve réelle as-tu de ça? Ouais, c'est pour ça que Michael Salla, il y a 600 notes dans son livre, parce qu'il essaie de dire ça vient de là, ça. Mais les preuves, comme c'est ça, c'est très difficile d'avoir accès à des informations avec des preuves. Sauf que la science-fiction a quand même, sur Jules Verne ou d'autres, annoncé des choses, même que ce serait Orwell, Le meilleur des mondes, ou 1984. Oui. On aurait pu dire quelle preuve il y a de ça. Ben, vous verrez bien. Alors, est-ce que tu dirais la même chose? Ben, vous verrez bien, laissez passer du temps. Un jour, peut-être pas nous, mais notre génération suivante, t'as des enfants, ils vont grandir, ils vont vivre dans ça, ils vont y avoir accès. On a publié un livre du colonel Corso, là, qui a vécu, lui, Roswell. Oui. Dans son livre, donc ça, c'est c'est ça, le lendemain de Roswell. Il parle du lendemain parce que c'est son expérience, lui, avec quand on transportait le vaisseau qui s'est écrasé. Oui. Et il s'est retrouvé dans la base là, de Wright-Patterfield, là, en Ohio. Puis à un moment donné, il ouvre un contenant, il voit le corps de l'extraterrestre. Donc lui, c'est un colonel. Puis il dit, moi, je vous dis, là, je l'ai vu. Là. Alors, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est un colonel. Il compte toute son expérience, comment qu'ils ont, par rétro-ingénierie. Oui, Corso, j'avais un ami qui était un ami de Corso. On a eu des contacts avec Corso. C'est sûr que, oui, il a vu des personnages, mais il n'a pas vu la téléportation, il n'a pas vu les vaisseaux fantastiques. Il a vu l'extraterrestre. Oui, il a vu, un cadavre. C'est ce qu'il dit. Ouais. Oui. Et puis il y a même eu des visites, même il a été visité, en tout cas. Oui. Alors, il a participé à la rétro-ingénierie de technologies trouvées à bord des vaisseaux qui ont amené le transistor, qui a fait le boom de l'informatique, la fibre optique, l'infrarouge de soir, des lunettes, là. Ouais. Alors, en fait, c'est des choses comme ça. C'est comme Gaïa va nous présenter des insiders. Ils en ont 4-5. Alors, c'est pas juste un qui dit, moi, j'ai vécu ça. C'est un, après ça, il y en a un autre, il y en a un autre, puis lui, c'est une autre affaire. Alors, il y en a qui sont dans les compagnies là, d'aviation là, ultra sophistiquées, puis il dit, ben voici les plans qu'on a dessinés. Alors, t'as de plus en plus de preuves. Mais tant que le secours n'apparaît pas, là. Regarde, j'ai encore filmé, il y a 2 jours, le témoignage de quelqu'un de Mont-Saint-Hilaire qui a été témoin d'un ovni vraiment là, chromé. Là. Il dit c'était brillant, dans le sens pas brillant qui dégageait de la lumière, mais c'est un monsieur en autorité, en position, qui ne veut pas que ça soit diffusé. Bon, j'ai l'enregistrement de son témoignage et je lui ai promis que ça ne sortira pas. Mais c'est sûr que quelqu'un, sa femme est au courant, tout ça, mais si ça sort, c'est ça. Moi, je pourrais écrire, ou je le dis là, à la télévision, que oui, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai filmé avec son témoignage détaillé, puis j'en ai eu d'autres en 45 ans.
Et je lui ai donné des explications sur la chose en disant, attention, est-ce que telle chose, puis après ça, si tu y touches, non, c'est pas bon, tu vas avoir des problèmes de santé, etc. Ben, j'ai bien fait de ne pas y toucher, mais j'étais attiré par curiosité à aller toucher l'objet qui était rendu pas loin de moi, là. Mais c'est vrai, Marc, c'est pas facile, hein. Les gens vont dire, écoute, ça n'existe pas, parce que ça existait, on l'aurait vu, hein, mais il y en a qui ne l'ont pas vu. Mais ceux qui l'ont vu, soit qu'ils ne peuvent pas parler, ou ils vont vous le dire dans l'intimité la plus intime possible. Il y a des policiers, il y a des gens qui sont impliqués dans des cas, dans des histoires qui sont arrivées. Puis il y en a qui doutent encore que le COVID-19 existe. Hein, ils pensent que c'est une fantaisie là, inventée. Oui, c'est un peu les extrêmes. Il ne faut pas oublier que, d'une part, l'information est cachée par nos gouvernements puis par l'armée, mais en même temps, ces êtres extraterrestres se présentent pas en nous actuellement, parce que il y a aussi ça, parce qu'ils sont toujours en train de réfléchir comment est-ce qu'ils vont se révéler sans faire paniquer la planète puis tout ça. Donc, ils veulent pas changer. Ils veulent pas s'imposer de quelque manière que ce soit. Bernard de Montréal disait toujours, le plus grand danger pour l'humanité au 21e siècle sera d'être influencé par des influences qui sont extérieures, exogènes. Oui. Il faut qu'on fasse notre propre cheminement. Ces êtres-là ne veulent pas prendre la responsabilité d'être venus dérégler. Découvrez la sexualité quand vous êtes enfant par vous-même. Si un adulte s'en vient vous montrer des choses, ça n'a pas d'affaire. C'est comme ça. Sans ça, il est comme déréglé. Donc, c'est ça. Il faut que l'humanité arrive par elle-même à un niveau de maturité où il peut y avoir une collaboration mature. Mais on arrive à cette époque-là. C'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est que... Ah oui, j'aime ça. Il y a des grands cycles là, qui se terminent là, de 2000 ans, 13 000 ans, 26 000 ans. Et là, la Terre elle-même est en train de monter sa fréquence. Fait que on est dans le jus pas mal. C'est pour ça que ça brasse autant et tout ça. Moi, je pense que ça ne sera pas si long avant qu'il y ait de plus en plus d'affaires concrètes, parce qu'ils vont utiliser des groupes ici et là. Puis à un moment donné, il va y avoir des gens qui vont commencer à témoigner, puis ça va devenir de plus en plus crédible, tout cet aspect-là. Là. Mais tu sais, on part de loin. Là. Il n'y a pas si longtemps, on pensait que la Terre était au centre de l'univers, puis toutes les étoiles tournaient autour, dont notre Soleil. Là, fait, donc, ça fait partie du processus. En même temps, c'est un grand jeu aussi. On est en train de... On s'est incarné, puis là, il faut se souvenir de qui on est en ayant tout oublié. Je ne sais pas si c'est toi qui nous avais dit qu'au Brésil, à la télévision, ça arrive souvent qu'ils mentionnent le fait qu'il y a eu des témoins d'un passage d'OVNI. J'ai quelqu'un qui était allé au Brésil, il dit, tu le croiras jamais, mais puis il y a même une émission très importante là, où l'animateur, un peu comme puis il ressemble physiquement à Paul Arcand, du Brésil, qui était allé avec une caméra, une équipe de reportage, à un endroit où les gens disaient, oui, la nuit, il y a des ovnis qui viennent. Puis il est allé, puis finalement, oui, ils les ont vraiment vus dans le ciel. C'était comme un Merkaba qui tournait très, 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 très vite. Ils ont fait des zoom-in, ils étaient installés, ils étaient prêts à filmer ça. On l'a montré dans une de nos émissions. Et ça semble que dans certains pays, comme au Mexique, il y a eu des passages de boules de lumière dans le ciel, mais des quantités, là, il y était une trentaine de boules de lumière, pendant un pageant aérien militaire. Hein? Il y avait des hélicoptères, il y avait des avions de démonstration. Puis à un moment donné, au-dessus de tout ça, le ciel est rempli de petites boules qui ont circulé, qui sont parties à un moment donné dans toutes les directions. Ouais, effectivement. Moi, ça n'arrive pas ici dans les médias. Hein. On dirait que c'est blackout, on n'en parle pas. Ici, c'est beaucoup blackout, mais en Amérique du Sud, c'est beaucoup plus fréquent. Moi, je suis allé même au Chili, où c'est beaucoup plus dans la culture, d'ailleurs. On était dans un hôtel, à un moment donné, là, plus en campagne, et on voyait des choses annoncées à l'entrée là, sur des choses extraterrestres. Puis le type dit, oui, ici en arrière de la montagne, on en voit souvent des lumières, puis... Ça me fait penser à une anecdote. À un moment donné, je rentre, c'est en Argentine, je rentre dans une boutique, il y avait plein de petits E.T., là, c'est une boutique qui a plus des E.T. Et pour payer, il faut que je montre mon passeport. Je montre mon passeport, la dame m'envoie valer. Elle dit, hey, valer,
Elle dit, t'es-tu parent avec Jacques Vallée? Ben oui, ça doit. Hey, tu dois te le faire demander souvent, ben oui. C'est comme moi, Glenn. Es-tu parent avec John Glenn? Ben, c'est ça, mais disons que Jacques Vallée, c'est très connu. Puis là, on parle d'une boutique en Argentine. Là. Ben, Alors, il est allé il n'y a pas longtemps, il est allé avec une petite équipe légère pour justement faire un documentaire là, sur quelque chose là-bas. Il est encore actif, il est encore actif, même s'il est un peu à la retraite de son travail professionnel. Oui, il a eu un rôle important. Hein, il a été impliqué dans le film là, Rencontre du troisième type, comme conseiller. Oui. Alors, c'est intéressant. Alors, c'est ça, juste pour dire qu'en Amérique du Sud, c'est plus dans la culture que nous, surtout qu'en France. En France, on est encore pas mal plus en retard sur ça. Là. Comment penses-tu qu'on va sortir de l'époque actuelle? J'entends par là, l'époque actuelle où on est comme tu l'avouais tantôt, là, comme à la croisée des rencontres des chemins. Les dogmes religieux, ça tient plus la route tellement. Il n'y a plus personne qui va se priver d'aller à la messe le dimanche en pensant qu'il va aller en enfer s'il n'y va pas. Les dogmes scientifiques, qui est une nouvelle forme de religion auquel tout le monde doit adhérer, pour se soigner de ci, pour faire ça. On s'est aperçu qu'il y a eu des jeux d'intérêt qui ont couru en coulisses. La chloroquine était bonne, le lendemain était plus bonne. Il est fou, non, il est génial, etc. Fait que finalement, là, on s'aperçoit que ça aussi, ça prend de bord. Alors, l'être humain, là, sur quelle base il peut maintenant, puis Marc Vallée, on achève notre entretien public, tantôt on va continuer pour le Club créé, et là, on va entrer dans des sphères encore plus poussées, parce que je me dis, on a un public qui est fragile. Oui, le public est fragile. Parce qu'ils ne savent pas, par eux-mêmes, ils pensent qu'ils savent, à moins d'avoir travaillé toute une vie, puis une vie de 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est pas une vie. Une vie, c'est 80. Là, tu commences à dire, j'ai vécu, j'ai eu des expériences. Ça peut arriver que tu en as eu beaucoup dans une expérience de temps de vie à cause de ta vie, de ce qui s'est arrivé, mais c'est l'éclectique, c'est de toucher à tout. Bienheureux qui voyage beaucoup physiquement, mais aussi avec l'esprit. Et à ce moment-là, il peut comprendre des choses. Alors, où je m'en allais avec tout ça, Marc, on s'en va à une fin de cycle. Mais qui dit une fin de cycle, il arrivera une nouvelle. Tu sais, on dit l'histoire go west, go west. Ça a commencé où? Ça a commencé, on pourrait presque dire, avec la Chine. Il y a très, très, très longtemps, les empires chinois, puis tout ça. Il y avait déjà la poudre à canon. Les cerfs-volants, ils mettaient un gars sur un fil, puis ils montaient en haut dans le cerf-volant. Ils voyaient d'en haut ce qui se passait. Ils ont fait des fusées, puis en tout cas, après ça, c'est allé vers Mohenjo-Daro, l'Indus, etc., le Cachemire. Après ça, on arrive aux Mésopotamie, Égypte. Après ça, ça va toujours go ouest, hein? La Grèce, go ouest, l'Italie, la langue latine. Après ça, go ouest. Là, on s'en va vers l'Espagne qui découvre go ouest, l'Amérique. Puis là, de l'Amérique, on a commencé par Boston, hein, le Boston Tea Party, là, puis l'arrivée du Mayflower, là, Philadelphia. Bon, après ça, go west, là, on traverse les États-Unis, on élimine les Indiens, puis tout ça. On arrive sur la côte ouest, la Californie, hein, puis là, go west. Là, Haramain vient de sortir d'Hawaï, puis en plus, là, on s'en va toujours vers le Japon. On a eu l'impression que le Japon était pour être... et là, ça se calme. Maintenant, c'est redevenu la Chine. Alors, on aura fait tout le tour. Oui, tout le tour. Alors là, qu'est-ce qui s'en vient? C'est ça ma question. Moi, je pense que les choses peuvent s'enclencher assez rapidement à un moment donné. Je pense qu'il va y avoir des différentes informations qui vont sortir sur des choses qui ont été cachées. On parlait des programmes secrets. Il y a ça qui peut sortir, différentes affaires aussi liées avec les gouvernements. Je pense que le pape, il semble qu'il va avoir aussi un rôle. Il va à un moment donné révéler des choses. Ah. Je pense que celui-ci, il va faire bouger pas mal la cage du Vatican. Là. Bon, ben, parlant de cage, Marc, ton chien t'appelle. OK. Va le chercher, puis on continue sur la cage. D'accord. Il va sortir. Il a dérangé pour rentrer. Je pense que là, il va être correct. Ben, c'est bien correct, ça. C'est ça. C'est une forme d'empathie, puis de
de communion avec la nature, les animaux et tout ça. As-tu des plantes dans ta maison? Je vois pas de plantes là en arrière de toi, là, mais... Oui, j'en ai, oui. J'en ai tout le tour. On est tout entouré d'arbres ici. Bon, moi, j'aime bien. Je nourris les oiseaux aussi. Mon petit fun, ça. Wow, c'est bon, Alors, c'est ça. Hier, j'étais chez ouais. Volvo, chez un concessionnaire, puis le patron qui sort, qui vient me voir, ben j'ai dit, un instant, là, des pots de fleurs, des pots de plantes, des grandes plantes tropicales, en train de sécher. J'ai dit, je sais pas si vous aviez nommé un gars ou une femme responsable d'entretenir les plantes, mais là, il regarde à l'autre bout là-bas. Ben oui, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui est malade, qui n'est pas ici, là, parce que il est pas, il y a personne qui prend la responsabilité de maintenir la vie dans ces plantes-là. Hey, il dit, j'y vois tout de suite. Merci beaucoup. Fait que, ben, Oui, c'est oui, il faut être sensible. C'est ça que le problème aussi, c'est que les humains sont pas assez sensibles à la vie qui les entoure. C'est là qu'on va découvrir que pas mal d'activités autour de nous. Là. Ou ils sont tellement formatés que si on passe ce job-là, ils s'en occupent pas. Puis si il y a un problème chez tes voisins ou s'il y a un problème dans la société ou dans le village ou quelque chose, oh, je fais pas mes affaires, je m'en mêle pas. Parce qu'ils ont tout le peur de faire une gaffe, puis après ça être poursuivi, puis avoir des problèmes. C'est un peu tout ça le problème. Remarque qu'on a des vies paradisiaques l'été, bien souvent ça dure 2 semaines seulement, ou peut-être un mois. C'est des gens qui vont payer un terrain de camping. Moi, j'en ai un très gros ici au pied du Mont-Saint-Hilaire, de l'autre côté de la montagne de Saint-Jean-Baptiste, qu'on appelle le terrain de camping de Saint-Jean-Baptiste de Rouville. C'est une vraie ville. Il y a au-dessus de 2000 personnes qui sont là durant un été. Ouais. Puis c'est la promiscuité, là. Là, ils se font des petits terrains, des petites clôtures en plastique basses, là. Mais ils se visitent, ils se côtoient, les enfants jouent avec les autres. Tout le monde est... On a une impression d'une société paradisiaque, merveilleuse, où il y a du bonheur, la température est idéale, t'as pas de problème financier, t'as pas de problème de voisinage, tout le monde... Au lieu d'être... Quand ils retournent en ville, ils ferment les portes, ils ferment les fenêtres, ils connaissent même pas le deuxième voisin. Ils parlent à personne. Ils vont marcher, ils vont juste se saluer en passant. Salut, bonjour. Personne ne se parle. Puis quand tu es en camping, tout le monde devient fraternel, tout le monde c'est ensemble. Sortez-vous ce soir, vas-tu jouer on va aller jouer au boule, tu sais. Alors, où est-ce qu'on s'en va, Marc? Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il va y avoir des informations qui vont sortir, qui vont secouer la population. Ils vont voir aussi que les gouvernements ils ont caché l'information, les ont trahis. Ça va changer la perspective. S'ils apprennent qu'il y a eu des collaborations entre les gouvernements et les extraterrestres pendant 40 ans, ça veut dire que les extraterrestres existent. Hein. Je pense que ça va se faire aussi par révélation de choses qui vont secouer la société puis faire prendre des prises de conscience aux gens. Ils ne peuvent pas continuer comme ça, ils ne peuvent pas avoir toutes ces injustices, ils ne peuvent pas avoir juste mais ces est-ce qu'il n'y a pas un risque de révolte, de révolution? Oui, je pense qu'il y a un risque. Ça fait partie de la réflexion de ceux qui contrôlent l'information, de savoir comment ils vont la donner sans être lynchés sur la place publique. Là. Oui, remonte un peu ta caméra, c'est-à-dire baisse le laptop, parce que là, tu es en train de disparaître lentement. Dans l'image. OK. Je vais ici. Oui, parfait. Alors, tu es quand même optimiste, mais pas un vrai optimiste là, farfelu qui rêve tout est rose, tout est beau, mais il va avoir des douleurs de l'enfantement, comme ils nous disent dans des textes sacrés. Oui, je pense que ça va aller moins bien avant que ça aille mieux. Donc, en quelques mots. Oui, ça résume. On pourrait faire une nouvelle chanson. On sort la guitare, puis on y va avec ça. C'est ça, mais ça, on parle au niveau de la société, mais au niveau de l'individu, on n'est pas obligé d'être au rythme de la société, du collectif. Tu sais, moi, je suis très heureux ici, je vis mes choses, je fais une méditation, j'essaie de développer une faculté multidimensionnelle. Oui. Alors, chacun, là, a son rôle à jouer, à monter son taux vibratoire personnel, à envoyer de l'amour sur la planète, à connecter avec la mère Terre. C'est ça qui va aussi, là,
j'espère que ça va bouger. On parlait du Brésil, mais au Brésil, il y a des anciennes cités, là, à Atlante, puis qui étaient très avancées. Les gens, quand ça va être se connaître, cette affaire-là, pour l'instant, c'est maintenu caché. Ils vont voir qu'il y a eu des époques où l'humanité avait des technologies plus avancées. C'est tout ça qui va venir bouleverser notre petit carcan 3D là, dans lequel on est, métro, boulot, dodo. Là, puis, donc c'est ça. Chacun est invité à être une source de rayonnement. Comme on dit, si chacun nettoie son trottoir, son bout de trottoir devant sa maison, la rue va être propre. C'est là que l'individu est appelé à être lui-même une source de rayonnement positif dans sa famille, chez ses amis, puis partout. Regarde en Chine ce qu'ils appellent le crédit social. C'est pas le crédit social de Réal Cahouette qu'on a connu dans les années 50, là. Non. Mais c'est un crédit social, c'est-à-dire un salaire minimum garanti. Bon, tout le monde part avec. J'ai pas besoin de gagner ma vie, j'ai ce qu'il faut pour manger, me vêtir, vivre à l'abri des intempéries dans une place. Bon. Mais si tu nettoies ton petit bout de trottoir devant chez vous, comme tu viens de dire, on te donne des points sur une carte de points. On commence avec 1000, tu as 1000 points. Parce que si tu fais des mauvaises actions, on t'enlève des points. Avec ton 1000 points, mettons 1000 $ par mois. Ben, c'est pas assez. Mettons, c'est 2000 qu'on dit ici en Amérique, là, au Québec. Ça prend par personne, mais personne seule. Dès qu'ils sont deux, ben, ça peut être 1500 chacune, au lieu d'être 4000. On comprend que c'est tout étudié, et c'est ça le principe chinois du crédit social. C'est que si tu fais des bonnes actions, tu as des bénéfices, parce que tes bonnes actions bénéficient déjà à d'autres, à la population. Et il arrive le moment de délation, où si tu vois quelqu'un faire une mauvaise action, faut que tu nous avertisses. On a des caméras partout, on peut retracer le moment où il a cassé un pare-brise, où il a fait tel mauvais coup, on le voit. OK, lui va payer pour, puis toi, tu vas avoir une gratification de l'avoir délaté. Bon, de l'avoir dénoncé. Ouais. Le problème, c'est que les bonnes actions sont celles que le gouvernement te dit qui sont bonnes. Quand on arrive dans la notion de spiritualité, c'est des choses qui sont innées. Tu cherches pas à voler ton voisin, parce que c'est quelque chose qui sonne pas juste. Tu cherches pas à polluer parce que c'est pas juste. Alors, j'aime ça, là. Ça prend un haut niveau de confiance, quand même. Oui, mais à un moment donné, il n'y aurait plus de règles, il n'y aurait plus de loi. Ça ne sera plus nécessaire. Je veux dire, les gens, naturellement, ils vont être des bons citoyens. Mais bon, pour l'instant, c'est par quel moyen ils vont avoir des gratifications? Hey, j'aime ça, là. On est sur le bord de toucher quelque chose de super important. Mais la gratification, parce que si tu as de l'argent, parce que tu fais des bonnes actions, c'est le fun, tu as de l'argent avec ça, quoi. Ben, tu peux t'acheter des gratifications, un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone cellulaire, appelons ça comme on voudra. Puis même si tu n'as pas d'argent, mais qu'on te donne des Air Miles qui te permettent de faire un voyage à un moment donné, tu sais, c'est une forme de gratification, pas monétaire, mais qui devient monétaire indirectement. Mais, là, on va toucher à quelque chose d'important, puis on va s'en parler dans le Club Créé dans quelques instants. Ça serait quoi l'ultime gratification? La gratification, c'est de servir sa communauté, c'est de voir les gens heureux parce que tu as participé. Donc, c'est pas quelque chose de matériel. Non, c'est pas matériel. C'est là que les exemples que tu donnes, justement, avec la Chine, ça c'est des choses utiles là, dans le fonctionnement de tous les jours, là, mais le vrai bonheur, c'est de rendre les gens heureux autour de toi, tu sais, aussi, mais toi, il y a moyen d'être très heureux. Il ne faut pas s'oublier. L'idée, c'est pas de s'oublier pour l'autre. Mais de voir les gens heureux parce qu'ils participent, là. Puis, ça peut être la personne qui aide les enfants dans les sports, à jouer au baseball, puis amener les enfants à travailler ensemble sans être en compétition, puis de comprendre un peu c'est quoi l'esprit du jeu, l'esprit d'équipe. Mais c'est vers ça qu'on s'en va. Puis c'est des choses innées. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à l'individu. On a été
on est extraordinaire comme individu. Puis quand on se connecte avec notre soi réel, on s'aperçoit que l'amour, l'esprit d'unité et tout ça, c'est extrêmement jouissif, on peut utiliser ce terme. Tu sais, il y a une joie dans ces choses-là. Là. J'adore ça, Marc, c'est exactement, c'est ça. C'est la revalorisation de son incarnation, de plaisir d'être vivant et de faire plaisir et d'être dans un monde de paix, de bonheur, parce qu'ensemble, tout le monde profite. Il est plus facile de faire le mal actuellement sur Terre que de faire le bien. Ben, il va arriver un jour où ça va basculer. Ça va faire mal de faire le mal. Ça va rendre malade. Et souvent, nos maladies viennent du mal. Le malin, le malin, le mal qui s'intègre dans une personne, le rend malade. Le mal a dit. Alors, tu dois de gérer ça. Oui. Ceux qui sont dans cette mouvance-là d'exploiter le prochain, puis de vouloir contrôler et tout ça, c'est parce qu'ils ont perdu leur connexion avec une source. C'est qu'ils sont dans un monde où c'est soit que je me défends, puis je marche sur ses épaules, sur la tête de l'autre pour arriver, ou je me fais marcher dessus. Mais quand tu arrives à un niveau de connexion intérieure, et là, tu es connecté avec une énergie qui te dépasse, qui fait que tu n'as aucun besoin de manipuler l'autre, de le contrôler. Tu ne cherches pas ça du tout. Alors, Marc Vallée, je suis content qu'on ait abordé tous ces sujets-là ensemble en dedans d'une heure. Ça a été vraiment un tour d'horizon rapide sur une ponction de notre état d'être. À ce moment-ci, on est au mois de mars 2021, en plein milieu. Il y en a d'autres qui vont dire en fin de pandémie. Moi, je pense que c'est plutôt le milieu, là, parce que je sais que ça va se finir fin février 2023. Fait que, on n'a pas fini d'en voir encore de toutes les couleurs, de voir toutes sortes de manigances, de voir encore toutes sortes de pièges. Mais à travers tout ça, il y a de plus en plus soif d'honnêteté, de transparence, de confiance envers l'autre. Et pour ça, il faut que tu aies confiance au système, etc. Mais là, pour terminer, Marc Vallée, vous êtes le mieux placé pour nous dire quel serait le livre chez Ariane qui correspond à tout ce travail qu'on s'est fait ensemble, tous les deux, là, cette démarche qui nous amènerait à se dire, moi, je vais aller chercher ce livre-là. Ça va me permettre de continuer à avancer dans cette direction-là qu'on vient d'entreprendre. Alors, je pense qu'on a un livre qui plu à un large public, qui est Le pouvoir du moment présent, qui s'adresse à un public large, des gens qui sont plus en début de parcours, comme des gens plus avancés. C'est un auteur qui a touché à plusieurs niveaux de public. Okay. Ça demeure un grand classique. Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus avancés, on vient de sortir un livre, c'est le Code Sophia. Ce sont des maîtres féminins de notre passé, de légendes même, comme Hathor et Isis, qui reviennent, qui disent maintenant, on est ici pour être vos mentors si vous voulez accueillir ce qu'on a à vous proposer. Et pour ceux qui sont prêts, on a vendu beaucoup. C'est juste quand même pour dire ça touche un public assez large, mais c'est plus avancé. Oui. C'est pas mal le top de ce que j'ai publié récemment. Ah ouais, hein? Ah, c'est bon. Ça doit te faire du bien à l'âme de te dire que ton passage ici sur Terre a servi vraiment à rendre service à des gens. C'est sûr qu'on est dans un système finance, ça prend de l'argent. L'argent, c'est comme le sang, il faut que ça circule. Puis ça transforme les idées en objets matériels ou les objets matériels en idées. C'est le cas d'un éditeur. Lui, il prend des idées qu'il met dans des livres et les livres, il les vend pour que le livre redonne des idées à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme le jardin du printemps. Tu achètes des graines pour faire pousser quoi? Des tomates. Mais tu n'achètes pas des tomates, tu achètes des graines. Il faut tes plantes, il faut tes brasses, puis à un moment donné, ça va te donner des fruits. On juge l'arbre à ses fruits. C'est ça. Ben oui, moi, c'est sûr, je ne me vois pas comme un éditeur qui est pour faire des livres pour faire des livres. Non. L'idée, c'est de préparer un beau buffet, le meilleur que je peux. Chacun choisit là, qu'est-ce qui est bon là-dedans. Mais moi, le gâteau, la boisson, j'ai donné mon meilleur. C'est sûr qu'avec ça,
je peux dire, oui, des fois, je suis très heureux. Est-ce que Marc Vallée ferait de la politique un jour, entrer dans un parti, parce que regarde Gandhi ou tous les autres, ils sont passés de la philosophie, des idées, à quelque chose de concret, comme à Auroville. Il a fallu qu'à un moment donné, il y en ait qui décident, c'est ici qu'on s'installe. Il y a un beau plan, comme tu nous as expliqué au début, qui ressemble à une galaxie un peu en spirale, mais il faut qu'il y ait des gens qui relèvent leurs manches. Mais est-ce que Marc Vallée a un projet, tu disais, ça prend des directeurs qui, un peu comme un capitaine de bateau, il dit, on lève l'ancre, on lève l'ancre. Il y a un gars qui va tirer pour lever l'ancre, mais ça veut dire qu'on part, là. Est-ce que toi, parce que ça, c'est les politiques qui décident, les directions, etc. Dans l'étape évolutive ou le stade actuel de la politique, pas comme politicien comme tel, mais à un moment donné, s'il y en a un qui peut être assez wise pour dire j'aimerais avoir un bon conseiller, ça j'aimerais ça. Oui. Ben tiens, Marc Leux, dont on parle, ouais. que tu as connu, c'est sa job. Il fait ça dans la vie. Ben oui, lui, il a fait ça. Il y a un ministre là, français, je ne me souviens pas de son nom, là, Jacques Delors. Delors, ben, ouais. c'est ça, il a travaillé pour Delors là, à monter un projet et tout ça, mais le président, il a pris le rapport, il a dit c'est fantastique, les amis, puis il l'a mis sur la tête. Ah non, c'est ça. Là, il est consulté présentement dans des groupes scientifiques, parascientifiques, pour l'écologie planétaire surtout. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça. Alors, ça peut être une fonction, à un moment donné, de coach, là, consultant. Sénat, normalement, un Sénat, les sénateurs, c'est censé être des gens de calibre. Ils ont du vécu, ils ont eu des expériences, ils ont une forme de sagesse, là, pour en arriver à conseiller, puis des lumières pour dire oui, allez-y par là. Non, allez pas par là, vous allez vous brûler, ça va être, etc. Oui. On n'a pas assez ça. On a des sénateurs, mais les autres s'en vont pour dormir au Parlement, puis avoir leur petite paye, puis on dirait que c'est honorifique. C'est pas une affaire honorifique, c'est une affaire presque fondamentale. Oui, ben c'est ça. À un moment donné, il va y avoir des gens qui vont être en politique, je pense qu'ils vont être assez sages pour bien s'entourer de conseillers. Fait que, on va espérer que ça s'en va vers ça. Le Canada a un rôle assez intéressant parce qu'il n'est pas pris dans toutes les magouilles américaines. Là, on pourrait jouer un rôle intéressant si on avait un leader là, assez fort, là, puis inspiré. Là, oui. Parce qu'on n'est pas dangereux, tu sais, on veut pas envahir personne. Fait qu'on pourrait jouer un rôle pour aider l'Afrique, pour tout ça, mais ça. Oui. Bon, quand on avait beaucoup de religieux et de religieuses qui partaient en mission, s'en allaient en Afrique, entre autres, puis ils s'en allaient dans des léproseries, puis ils s'en allaient dans des places pour aider les gens dans le besoin. Là, on les reçoit d'Afrique pour venir nous faire, dans les églises, c'est eux autres qui prennent la place des anciens prêtres et curés de nos paroisses. On les voit, c'est des Africains qui viennent nous remettre. C'est très étrange. On avait des œuvres de charité qui donnaient de l'argent pour des petits Chinois. Ben, on les retrouve maintenant qui reviennent s'occuper des dépanneurs, puis nous dépanner, puis... oui, retour, c'est toute la société qui bouge, hein, le collectif, le mélange des races qui se fait aussi, qui est intéressant. Moi j'ai l'impression, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, que la personne humaine, en général, là, le fond est bon. Et que ce soit le cultivateur qui est en Chine ou le cultivateur qui est ici. Pourquoi je dis un cultivateur? Ben oui, c'est sûr, le gars dans un bureau, il n'y a pas le même minding, il n'y a pas la même philosophie de la vie que celui qui est proche de la nature. Le cultivateur, c'est celui qui sait que l'orage s'en vient, ben il va falloir que je me dépêche demain matin avant qu'il pleuve pour aller chercher la récolte. On va ramasser, puis on va couper, puis on va ramasser avant qu'il pleuve dessus. Ça va pourrir. Des êtres qui sont proches de la nature, ils savent les obligations du moment. Quand tu nous as dit un livre qui parle du moment présent, ça implique que tu n'es pas à te laisser griller la bédane au soleil, vivre, il faut quand même passer à l'action quand c'est le temps d'être dans le physique ou dans le spirituel, etc. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'humain est fondamentalement bon. Maintenant... c'est quand c'est des questions de survie, quand il est menacé, ben c'est comme un animal. Et si tu le menaces, il va te sauter d'en face s'il n'y a pas de chemin pour s'en sortir.
C'est ça. Puis il faut qu'il soit informé, il faut qu'il soit éduqué quand il grandit, tout ça. Alors, c'est pour ça que moi, à un moment donné, c'était, il y avait comme un flash, j'avais comme 18-19 ans, c'était de dire, l'humain n'est pas mauvais en soi, il n'a pas accès à la bonne information. Ça fait que je me suis dit, ben, OK, je vais travailler à lui donner de la bonne information. C'est là que j'ai devenu éditeur. Parfaite finale. On ne peut pas aller plus loin. Marc Vallée, je suis tellement content de te connaître et notre rencontre, elle est parfaite pour qu'on comprenne que ce n'est pas une question de faire de la promotion de livres, c'est une question de faire la promotion d'un mieux-être et des recettes, il y en a dans des livres que Marc Vallée publie. Voilà. Ben, merci, Richard. Ben, merci et on continue dans le Club Créé dans quelques instants. D'accord. Merci. Alors tout le monde, vous êtes conviés dans le Club Créé si vous avez les petits moyens de nous aider, parce que moi, je ne fais pas de quête comme beaucoup d'autres font dans les réseaux. Et c'est un site dédié, donc on n'aura pas de censure là-bas. Et je reçois des gens de calibre, vous les avez vus depuis des semaines. Là. Tout le monde se dit, mon Dieu, on dirait qu'on s'en va. Oui, il reste très peu de temps. 2023, pour moi, c'est un moment marquant, là, fin février 2023. Alors, je pèse maintenant sur l'essentiel pour qu'on avance sur quelque chose, pour être prêt. Pour ce que j'ai toujours dit, rendez-vous fin février 2023. Mais j'ai bien averti qu'un rendez-vous en anglais, ça peut aussi dire non seulement meeting, rendez-vous, comme ils disent d'ailleurs, comme si c'était un mot anglais, rendez-vous, mais ils disent aussi surrender. En français, on va dire abdication. Ça veut dire reddition. Ça veut dire lâcher prise. C'est rendez-vous. Abat les armes. Alors, c'est dans ces deux sens-là qu'on a un rendez-vous fin février 2023. On s'y prépare grandement et à grands pas maintenant que ça fait 45 ans que l'émission Ésotérisme expérimental existe sous différentes formes, autrefois au câble, puis maintenant sur Internet. On se comprend? Bon, ben, merci d'être là. Et rendez-vous dans quelques minutes dans le Club Créé pour le mois de mars avec Marc Vallée, qu'on connaît maintenant, et ses produits et ses intentions et les objectifs. On va s'en parler dans 2 minutes. Geneviève va lancer le générique. Cette émission vous parvenait directement de Wigwam Adansis. C'est le nom amérindien pour le Mont Saint-Hilaire. C'était notre rendez-vous du samedi soir au Vidéorandia en direct. On voit la Maison Longue et l'érablière qui est juste derrière. Bientôt, elle sera entaillée pour nous produire de l'eau d'érable. C'était le samedi 13 mars 2021, le numéro 11. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotéristes du Nouveau Monde. Notre invité, M. Marc Vallée, président fondateur des éditions Ariane. Il y a donc encore 1 heure de disponible dans le Club Créé pour nos abonnés au Club Créé du mois de mars. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant de Gilles Surprenant qui est disponible dans le forum Orandia, dont le lien est juste ici, en dessous du vidéo Orandia, le premier commentaire épinglé. La supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. Recherchiste Louis Ferland à la régie, Spirale. Et le nouveau site du Club Créé par François Deschamps, webmaître. Dans le Club Créé, pour le mois de janvier, 2 entretiens avec Jimmy concernant le plan de la pandémie et avec Martin Desbois, comment survivre en dehors des grandes villes. Pour février, 2 rendez-vous avec Jean Deflore et les auteurs du livre « La plus grande tromperie de l'histoire humaine et la radioactivité, c'est la vie ». Pour le mois de mars, c'est Marc Loix et Marc Vallée, et 2 autres se rajouteront d'ici la fin du mois. Voici maintenant nos suggestions, et prenez bonne note des adresses ici mentionnées, au cas où, on ne sait jamais. Un pouce par en haut, c'est toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. Et en leur nom, je vous dis merci, au revoir et à bientôt.